TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, l'augmentation des prix des denrées sur le marché au cadre permanent de concertation. Eh bien, le sujet est évoqué ce jeudi. Le gouvernement avait pris des mesures d'atténuation. Le point est fait aux leaders des partis politiques. Mardi, c'était la journée de lutte contre le tabac. Fumer tue toujours. L'accent est donc mis sur la sensibilisation. Ce soir, nous écouterons les témoignages d'un ex-fumeur. La cigarette et lui, eh bien, c'est du passé. Ce sera le dossier de cette édition. Jour de gloire, jour de fête aujourd'hui en Grande-Bretagne. Les Britanniques célèbrent depuis ce jeudi les 70 ans de leur reine, du règne de leur reine, le jubilé de platine. Et puis, ce grand rendez-vous demain vendredi pour les éperviers du Togo. Premier match des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes allés regarder pour vous les éperviers à l'entraînement. C'est le grand rappel. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. La vie chère, les prix qui grimpent sur le marché, eh bien le gouvernement, vous le savez, avait pris des mesures pour atténuer les effets dans les ménages. Au cadre permanent de concertation, le sujet est revenu évoqué ce jeudi. On fait le point avec Ekwesala. Face aux acteurs politiques, le ministre Kodjo Adjedje du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale présente la situation économique actuelle au Togo. Situation marquée depuis un moment par le phénomène de la vie chère, conséquence de la crise russo-ukrainienne, mais pas seulement. La présentation a permis aux partis politiques d'être mieux renseignés sur les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat des Togolais. On a une batterie de mesures qui ont été affichées le 26 avril dernier, mais les acteurs politiques ont voulu en savoir plus et puis ont déploré peut-être une communication qui n'est pas suffisante pour permettre aux populations de savoir les efforts qui sont faits et puis pour insister à ce que le gouvernement fasse davantage d'efforts sur surtout la consommation locale, parce qu'aujourd'hui c'est grâce à la consommation locale qu'on peut d'une part créer des emplois, mais d'autre part aussi faire atténuer les événements, le phénomène de la vie chère sur l'ensemble des populations. Nous saluons en fait les efforts qui ont été faits, même si aujourd'hui ce que nous souhaitons, c'est que ces efforts-là se répercutent dans le panier de la ménagère. À ce jour, 90% des 52 propositions du Sénat au gouvernement sont acquises. À cette 5e réunion, le point est dressé à l'ensemble des partis politiques. Objectif, les mettre tous au même niveau d'information. Tous saluent les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des recommandations. Les sujets que nous avions arrêtés étaient des sujets, à ma grande surprise, qui ont été partagés par l'ensemble de la classe politique et qui étaient tout au moins d'accord sur la vision, sur la nécessité de porter des solutions à ces problèmes récurrents qui, de notre point de vue, sont des problèmes essentiels pour le développement de notre pays. Et là, je dois remercier, féliciter la classe politique et tout ce CPC qui a un seul intérêt, essayer de faire ensemble que nous puissions partager ensemble les préoccupations du pays et apporter ensemble les solutions. La réunion de ce jour marque la fin de la première session du cadre permanent de concertation. Un nouveau bureau sera installé à la prochaine rencontre, dont la date n'est pas encore définie. Et c'est un sujet qui revient aussi très souvent dans les discussions au sein du CPC. La gouvernance locale ne sera plus élue locale. Qui veut le savoir, le savoir-faire et le savoir-être vont désormais compter. L'ENA, l'École nationale d'administration, vient d'ouvrir une structure de formation pour les futurs maires. 2 ans pour acquérir des compétences de base. Ramdan Bassina. Ce sont les futurs gestionnaires des collectivités territoriales du Togo. Comment réussiront-ils leur mission s'ils ne maîtrisent pas les enjeux et défis liés à leurs options ainsi que les attentes du gouvernement? L'École nationale d'administration leur a ouvert ses portes pour une formation de 2 ans. À cette conférence inaugurale du parcours, l'on vante les mérites de l'option gestion des collectivités territoriales.
Depuis les élections locales, les élus locaux ont pris fonction, la gouvernance locale a pris corps. Il est aujourd'hui question que nous puissions disposer des ressources humaines qualifiées. Et donc l'École nationale d'administration prépare ces cadres supérieurs-là à aller appuyer la gouvernance locale au niveau de l'administration, au niveau des services techniques et au niveau de la mobilisation et de la gestion des finances locales. Nous avons rappelé les compétences qu'ils doivent acquérir au plan savoir, plan savoir-faire et au plan savoir-être. Le gouvernement accorde du prix à cette formation pour une mise en œuvre efficace de sa politique de décentralisation. Les élèves, quant à eux, sont déjà conscients du rôle qu'ils vont jouer. D'abord, contribuer à ce que le développement au niveau local soit effectif en apportant notre expertise. Et cette expertise, c'est à l'ENA que nous devons l'acquérir. Donc c'est ce que nous attendons de l'ENA. Les partenaires dont le PRODEG, Programme Décentralisation et Gouvernance, le ministère allemand de la coopération économique et du développement BMZ, mis en œuvre par la GIZ, soutiennent la démarche. Encore un mois et ce sera clos pour le projet de développement et de gouvernance minière. Le rapport final vient d'être présenté ce jeudi. Le contenu passé à la loupe. Que peut-on retenir donc de la rencontre de jour? Les précisions avec Tiazim Labaka. Exécution financière et physique du projet à 100%. 99% de taux de décaissement. Sur ces indicateurs, 14 sont réalisés à 100%, 1 à 74% et 1 exclu de l'évaluation. C'est un bilan somme toute élogieux que dresse le rapport d'évaluation finale du projet de développement et de gouvernance minière. En termes de résultats, cela se traduit par de nombreux acquis partagés ici avec les acteurs. Nous avons obtenu l'amélioration de tous les systèmes de gestion du cadastre minier, de gestion du système d'information géologique et minière, de la gestion électronique de la documentation, qui sont les éléments clés pour effectivement rendre transparent le secteur minier. Nous avons une actualisation au fur et à mesure des données géologiques et minières. Nous avons travaillé sur le développement d'une nouvelle politique minière assortie d'un plan stratégique à court et à moyen terme, même à long terme. Avant l'arrivée du projet, il n'y avait quasiment pas de contrôle. Donc les entreprises minières faisaient ce qu'elles voulaient, déclaraient ce qu'elles voulaient, mais avec les contrôles renforcés, donc il y a une meilleure déclaration des productions. Il faut dire aussi que nous avons travaillé beaucoup sur les aspects environnementaux et sociaux. Le document soumis à validation est assorti de recommandations en vue de la pérennisation des acquis. Le ministère chargé des mines prend les dispositions nécessaires pour maintenir les systèmes en fonctionnement, avoir le personnel, mais aussi prendre des textes réglementaires. Parce que les outils que nous avons contribué à élaborer, il faut des textes réglementaires, réviser le code minier pour intégrer tous ces éléments-là pour que vraiment on ait les choses en parfaite harmonie. Démarré effectivement en août 2016, le projet de développement et de gouvernance minière prend fin le 30 juin 2022. Il est financé à hauteur de 8 milliards 700 millions de francs CFA par l'IDA du groupe de la Banque mondiale. Il y a d'autres appuis budgétaires à travers lesquels on peut toujours envisager un financement pour assurer l'opérationnalisation des systèmes informatiques et les procédures qu'on a montées à travers le projet. Le directeur de cabinet du ministère délégué chargé des mines et de l'énergie a exprimé la gratitude du gouvernement à la Banque mondiale et à tous les acteurs pour les excellents résultats obtenus. Des acquis en termes de transparence et de redevabilité du secteur de l'industrie extractive et minière qui vont à coup sûr attirer davantage les investisseurs directs, étrangers et des nationaux et booster la croissance économique au Togo. Tout comme ailleurs, dans les savanes aussi, la vie au quotidien n'a pas été épargnée par les effets Covid. Et quel soutien apporter donc aux populations pour mieux faire face aux urgences? Un projet d'appui vient d'être lancé pour la région. La correspondance sur place de Gérald Lagoujou. La pandémie liée à la Covid-19 a négativement impacté tous les secteurs d'activité. L'économie est fragilisée et la pauvreté accentuée.
Face à cette vulnérabilité, il faut développer des initiatives pour la résilience des communautés affectées. D'où le lancement ici à Dapaon du projet d'appui et de réponse aux urgences sanitaires de la COVID-19 au Togo. La Croix-Rouge togolaise veut mettre l'accent sur l'étude de vulnérabilité en vue de mettre en œuvre des activités de communication pour un changement de comportement. On a un paquet d'activités, une étude d'évaluation qui va se faire dans les 21 localités qui concernent la région des savanes, où nous allons évaluer la résilience des communautés, restituer les données et amener les communautés aussi à s'engager pour voir comment renforcer leur résilience. Et sur le volet communication des risques aussi, il y a une étude CAP qui sera faite, après quoi il y aura aussi des activités d'auto-évaluation qui seront faites dans les communautés, où les communautés vont s'auto-évaluer et initier des activités aussi de changement de comportement avec l'appui des points focaux et aussi des équipes de veille et repose qui seront mises en place dans ces communautés. Dans le cadre de Covid, il y a l'action qui sera mise par rapport à la vaccination, amener les gens à se faire vacciner. Et aussi par rapport à l'étude, on serait basé aussi sur les épidémies. Nous n'allons pas évoluer la Covid, mais les épidémies en général. Au-delà des savanes, les mêmes activités sont prévues dans la région des plateaux. Le projet d'appui et de réponse aux urgences sanitaires de la COVID-19 au Togo est financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 160 millions de francs CFA pour une durée de 12 mois. À propos justement encore du Covid-19, eh bien voici le tableau du jour, la situation qui se présente ce jeudi 2 juin 2022. Le nombre de cas confirmés est de 37 110, avec 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 789, avec 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 48. Le nombre de décès, 273, selon ce communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Lancement, disions-nous tout à l'heure, hier 1er juin, eh bien, c'était aussi la journée de lancement de la campagne de reboisement national. Ici et là, partout, des plans sont mis en terre. Le site militaire de Tchaouaré à Lamatessi, dans le Tchaoudjo, est aussi reboisé. Le récit, Désiré Aloy. De diverses raisons expliquent la dégradation du couvert végétal. Le Togo sur la voie pour renverser la tendance. Sur le site militaire de Tchaouaré dans Tchaoudjo 2, forte mobilisation des populations civiles et militaires pour la mise en terre de 3333 plants pour démarrer la campagne. Cette activité, vraiment, je trouve ça génial. Ce qui veut vraiment montrer qu'il y a une collaboration entre les civils et les militaires. Et cette activité aussi pour montrer que nous sommes aussi toujours dans la politique, dans la ligne du gouvernement pour planter 1 million de plants ce 1er juin. Les plants que nous avons mis en terre, nous allons faire de manière que ces 3333 plants soient entretenus. Et durant toute l'année, nous allons continuer, ça ne s'arrêtera pas à ces 3333 plants, nous allons toujours continuer à mettre les plants. Le ministère des Armées apporte sa contribution. L'action citoyenne va couvrir toute l'année. De ce 1er juin 2022 jusqu'à 1er juin 2023, la commune de Tchaoudjo restera toujours engagée à planter toujours les arbres et entretenir ces arbres-là. C'est une synergie d'action observée sur le site, militaire et civil, ensemble pour contribuer à relever le défi. Celui d'œuvrer permanemment pour tendre vers l'objectif 1 milliard de plants d'ici à 2030. Ces jeunes plants des eucalyptus choisis et mis en terre réussiront à une seule condition, leur entretien jusqu'à maturité. Environnement encore, le Togo, le Bénin, côte à côte pour bientôt démarrer les grands travaux de protection de la côte. L'enjeu, mieux veiller sur les zones côtières et assurer une gestion plus collégiale de nos frontières. La rencontre des deux parties, Norbert Agbedanou, Sandra Diabé. Bientôt vont démarrer les travaux physiques sur le segment transfrontalier Agbo-Drafort et Grand Popo. Pour la protection de leurs côtes, le Togo et le Bénin font un. Les experts des deux pays se concertent pour planifier et accélérer la phase physique des travaux.
Le début de ce grand chantier, estimé à 54 millions d'euros hors taxes, est prévu pour le dernier trimestre de l'année 2022. Les travaux préparatoires ont commencé depuis début février et vont se poursuivre pour qu'à partir du mois d'octobre, la construction des ouvrages de protection commence au niveau du Togo comme au niveau du Bénin. C'est des chantiers qui vont être ouverts de part et d'autre, qui vont nécessiter des déplacements et du personnel, des matériels et des équipements entre les deux pays. Il faut vraiment mettre en place ce que nous appelons un dispositif de facilité qui permet aux entreprises de travaux, comme à la mission de contrôle, d'assurer plus facilement leur mouvement entre les deux frontières. Le Togo et le Bénin s'engagent dans la bataille contre l'érosion côtière. Pour respecter le délai d'exécution des travaux, l'entreprise internationale retenue compte sur la collaboration de tous. Il va y avoir beaucoup d'allées et venir des deux côtés de la frontière. On va travailler sur deux fronts. C'est pourquoi on a réussi aussi à obtenir le projet, c'est d'être efficace. Les travaux consistent de construction des épis, un comblement de sable entre ces épis pour compenser l'érosion côtière vers l'est. Parmi les villes côtières en voie de disparition en Afrique de l'Ouest, Anéro fait partie des plus menacées. Le projet Wakare Zip s'annonce comme un espoir. Le curage mécanique du chenal Baga et la restauration des écosystèmes associés sont aussi pris en compte par la signature du mémorandum. Et la suite est ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce jeudi 2 juin 2022, aux environs de 12 heures, un individu mal intentionné a agressé au couteau 2 agents des forces de sécurité déployés au sein du dispositif de sécurisation du grand marché de Daoulato à Lomé. En effet, cet individu nommé Ousmane Mohamed Aboubakar, âgé de 51 ans, revendeur de nationalité tchadienne et demeurant au Togo depuis un peu plus de 2 ans, tenait une marchandise de friperie. Au moment des faits, il s'est dirigé au poste situé à l'entrée du marché d'Atikodi, où il a, dans un premier temps, poignardé par surprise un gendarme à la poitrine avant de blesser grièvement son second, qui est un policier. L'agresseur s'est ensuite saisi de l'arme de sa victime, donnant l'impression de vouloir l'utiliser et créant ainsi une panique au lieu du crime. Il a pu être maîtrisé grâce à l'intervention d'autres agents alertés par la population et avec le concours de celle-ci. Les 2 agents blessés ont été immédiatement évacués au CHU Sylvanus Olympio pour des soins. Malheureusement, l'un d'eux a succombé à ses blessures. Le second se trouve toujours en soins intensifs. L'auteur de ce forfait, sérieusement molesté par la population, est conduit à la gendarmerie nationale qui a ouvert une enquête pour élucider les circonstances réelles de cet acte crapuleux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tout en condamnant cette agression, salue le courage et la bonne collaboration de la population avec les personnels des forces de sécurité qui ont permis de maîtriser cet individu mal intentionné. En outre, il présente, au nom du gouvernement, ses sincères condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Enfin, il réitère l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité à assurer la protection des personnes et des biens en toutes circonstances et sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué signé du ministre de la Sécurité générale de brigade d'Amran Yak. Il est 20h19. L'actualité à l'étranger. Macky Sall, Vladimir Poutine, demain, vendredi à Sochi. C'est la photo de demain attendue, centre de tout le regard. Les 2 dirigeants vont discuter de la guerre en Ukraine. Il sera surtout question du blocage des exportations de céréales, notamment du blé, de ce pays vers l'Afrique. Il doit serrer la main de Vladimir Poutine ce vendredi à Sochi. Si Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a accepté l'invitation du nouveau paria de la scène internationale, c'est qu'il y a urgence. Urgence à libérer les stocks de céréales bloqués en Ukraine par la guerre, mais aussi les fertilisants produits par la Russie, premier exportateur mondial. Une situation qui met l'Afrique, continent ultra dépendant de ses importations ukrainiennes et russes, sous très haute tension. Le chef de l'État sénégalais a donc besoin d'aide.
Il en a appelé cette semaine aux dirigeants européens et semble avoir été entendu. Réunie en sommet à Bruxelles, l'UE est passée mardi à la vitesse supérieure en négociant avec le Kremlin un accès sécurisé au port d'Odessa. Le but, faire sortir du territoire ukrainien le plus de stocks possible et éviter la sévère crise alimentaire mondiale qui se profile, notamment en Afrique. En recevant son homologue sénégalais, Vladimir Poutine le sait également. Le 2 mars dernier, lors d'un vote à l'ONU demandant à Moscou de mettre fin au conflit en Ukraine, Dakar s'était abstenu avant d'approuver la résolution 3 semaines plus tard. En tout, près de la moitié des pays africains se sont abstenus ou n'ont pas voté lors de ces 2 scrutins par peur de représailles russes. Le grand jour en Grande-Bretagne, je vous l'annonçais également en titre, avec force, fanfare et fête. Eh bien, les Britanniques célèbrent à partir de ce jeudi les 70 ans de règne de la reine Elisabeth. Moment historique pour une monarque immensément populaire, mais de plus en plus absente pour raison de santé. Jamais aucun souverain britannique n'a régné aussi longtemps. Regardez. La reine au balcon. Elisabeth II entre définitivement dans la légende et met fin au suspense qui a tenu en haleine ces millions de sujets britanniques et d'ailleurs. Oui, Sa Majesté est bel et bien là, malgré les inquiétudes autour de son état de santé, et que Dieu préserve la reine. Un signe, ne trompez pas, ces sujets le savent, quand sur le toit de Buckingham, le drapeau royal est hissé, la reine est dans son palais. Un jubilé de surcroît de platine ne serait pas un jubilé sans le traditionnel défilé militaire. Le salut aux couleurs, il marque l'anniversaire officiel du règne d'Élisabeth II. Et pour la toute première fois, c'est le prince Charles qui, à 73 ans, passe les troupes en revue, entouré de sa sœur, la princesse Anne, et de l'un de ses fils, le prince William. Un autre événement n'aura pas échappé aux plus fidèles. La première apparition officielle du prince Louis, en tenue de marin, comme le fut en 1985 son père William. La tradition reste immuable, comme il se doit. En ce jour anniversaire, Buckingham publie la photo officielle de la reine, la 70e donc. La légendaire Royal Air Force clôture le défilé militaire et ouvre le bal des 200 000 festivités prévues à travers tout le royaume jusqu'à dimanche. Retour chez nous dans le reste de l'actualité. Nous allons parler du tabac, du football et des Olympiades. On en vient d'abord au tabac. Mardi, c'était la journée de lutte contre le tabac. L'accent est mis sur la sensibilisation. Le compte-rendu de la rencontre au ministère de la Santé, Edwige Atapwa-Bassabi, Marie-Ange Vidal. La consommation du tabac, une menace pour la santé humaine. Elle fait environ 8 millions de morts à travers le monde chaque année. Pour lutter contre la consommation de ce produit hautement nocif, l'OMS a institué une journée de sensibilisation à l'endroit des populations. À l'occasion de l'édition 2022 de cette journée, les populations sont entretenues sur les effets du tabac sur la santé et l'environnement. Pour cultiver le tabac, il faut utiliser des pesticides, des engrais, donc des produits chimiques qui rentrent dans la culture du tabac. Et ces produits déjà constituent un problème pour le sol, même pour les cultivateurs qui manipulent déjà dans la culture du tabac. Cela rentre dans le sol et après les pluies, c'est lessivé, ça rentre dans les eaux et ça rentre dans nos rivières et jusqu'à la mer, ce qui dérange déjà la flore aquatique et les poissons. Au-delà de ça, pour cultiver le tabac, il faudra couper les arbres. Pour le séchage, les producteurs sont obligés de couper les arbres pour avoir le bois, ce qui donc conduit à la déforestation. La journée sans tabac sera célébrée d'une manière particulière au Togo cette année. Des campagnes médias et des plaidoyers seront menés pour dissuader les consommateurs. L'ONG RAPA à Lomé fait beaucoup d'activités. Il y a une semaine, pour la journée de la famille, ils ont regroupé à leur siège les familles des enfants qui sont dépendants des substances psychoactives
pour leur faire une causerie éducative, pour les accompagner dans le suivi. Il nous faut mobiliser les moyens pour soutenir le programme. Cette campagne a donc pour objectif, d'une part, de fournir aux fumeurs une raison supplémentaire de stopper la consommation et d'autre part, de se rendre compte à quel point le tabac contribue à détruire la santé humaine et l'environnement. Le témoignage maintenant, je vous l'annonçais au sommaire, un ancien fumeur parle de comment il a pu arrêter avec la cigarette. Des témoignages recueillis par Edwige Atakwa Bassabi et présentés par Dodo Aré. La cigarette et moi, c'est du passé et c'est le dossier de cette édition. De ces bâtons de cigarette, cet ex-fumeur que nous avons choisi d'appeler Kossi n'en garde que de vagues souvenirs. Cela fait maintenant presque 3 ans qu'il a grillé le dernier mégot. Jusqu'à une époque récente, je ne pensais même pas que je vais cesser un jour de fumer. Parce que je me suis tellement accroché à la cigarette que c'était très difficile pour moi. Mais il m'arrive des fois, quand je suis là, je dis, mais est-ce qu'un jour je peux cesser ce truc-là? Et Dieu aidant, un jour, avec des problèmes personnels que j'avais, et j'ai reçu Jésus. Et un jour, je priais, je demandais à Dieu, mais est-ce que vous pensez que si vous êtes Dieu réellement, vous pensez que je peux être fidèle, chrétien, et en même temps être quelqu'un, un fumeur? Alors j'ai commencé par prier. Je demandais à Dieu, aide-moi, aide-moi. Et le 20 janvier au soir, j'ai payé un certain nombre de cigarettes. Et je suis resté dehors. J'ai fumé, j'ai tout fumé. Et j'ai pris le dernier mégot. J'ai déposé sur le sol, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, toi, je ne te fume plus. Et depuis là, je ne fume plus. Entraîné dans la fumée par un effet de groupe, Kossi va en rester longtemps dépendant. Un de mes cousins venait de la Côte d'Ivoire. Il est venu à la maison familiale. Lui, il était un fumeur. Moi, je ne l'étais pas. Mais on faisait compagnie, on sortait ensemble, on faisait tout ensemble. Et un jour, on est allé en boîte. Il m'a tendu une baguette de cigarette. J'ai pris la cigarette, j'ai tiré un coup, puis j'ai commencé par tousser. Il s'est moqué de moi. Et puis il m'a dit, bon, que le début c'est toujours comme ça, demain tu vas encore tirer un coup. Et on a repris, j'ai commencé par fumer petit à petit. Et puis c'est devenu une habitude. Les années passent, la fumée monte, la santé de Kossi décline. Comme tous ces milliers de fumeurs, les effets néfastes de la cigarette sont évidents sur le corps humain. Souvent on parle des problèmes de cancer, les crises d'asthme, on parle des maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, il y a l'infertilité, l'impuissance sexuelle chez les hommes. Il faut leur dire, ces hommes-là qui fument tout le temps, ça agit là-bas. Chez la femme, l'infertilité, la femme enceinte qui est exposée au tabac, dont naissance des enfants mal formés. Vous voyez, le diabète qui intervient sur le tabagisme. Donc, le tabac affecte tout le corps. Mais pour Kossi, depuis qu'il a tourné le dos à la cigarette, c'est la renaissance chez le quadragénaire. Quand vous voyez mes lèvres aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'ai retrouvé mes lèvres d'habitude. La nicotine fait que la peau se noircit également. Il n'y a plus d'éclat. Mais quand vous cessez, voilà, moi aujourd'hui, ma peau, naturellement, ma peau est revenue. Sinon, ça revient. Pour beaucoup, c'est encore le chemin de croix. Pas facile de lâcher le dernier mégot. À ces cas désespérés, des associations et ONG tendent la main. Aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de personnes, notamment les jeunes et leurs familles, qui sont accompagnés au niveau du centre. Nous avons eu des cas de réussite. Il y a l'accompagnement psychologique qu'il faut lui apporter et le soutenir dans cet effort. Il y a l'accompagnement qu'il faut lui apporter du point de vue médical parce qu'il y a aussi des problèmes sur sa santé qui sont déjà créés par la consommation de ce produit et il faudra lui donner ce dont son corps a besoin pour quitter totalement. À l'instar de Kossi, beaucoup désirent arrêter. Comment y parvenir? Se faire accompagner. Sport Football, c'est le rendez-vous à noter pour demain vendredi. Grande sortie pour les éperviers du Togo. Premier match des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Ça promet avec la séance d'entraînement sous l'œil de Sergine Raimondo. Tous déjà présents à l'appel de Paolo Duarte. Djenda Konam, Fodolaba, Marouf Tchakei, Plaka Fessou, Clousset Agbozo. C'est le grand rappel
pour la toute première sortie en éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est ce vendredi contre l'Eswatini, un adversaire à prendre au sérieux. Quand j'ai eu l'écho de notre groupe, donc j'ai fait quelques recherches pour savoir de quel type de jeu et tout. Maintenant, on sait, on voit les vidéos et tout, et on est préparé pour ce match. Nous sommes tous concentrés pour le match de vendredi. Donc nous allons essayer de bien commencer ces éliminatoires et être qualifiés. Le peuple togolais nous soutient chaque temps et ils ont besoin de cette CAN. Dans les gradins, les supporters sont eux aussi présents, même à la séance du jour. Et c'est déjà les pronostics. Sur le terrain, je vois que les PV sont bien déterminés. Tout le monde se donne à fond, les attaquants comme les milieux, comme les défenseurs. On va gagner par 3-0. On sent une sérénité entre les joueurs. On sent beaucoup d'envie, beaucoup de motivation pour le match qui arrive. 3-0, doublé de Tchaké Marouf. Pour les éperviers absents de la dernière CAN, demain, au stade de Kégué, une victoire s'impose face au King's Shield de l'Eswatini. Le moral au top va permettre aux éperviers de faire un bon déplacement au Maroc mardi prochain, soit 4 jours plus tard. Sur place, ils sont attendus par les requins bleus du Cap-Vert pour la deuxième journée de ces éliminatoires. Et déjà demain, un match à suivre au plus près dans le grand stade de Kégué, rénové et désormais homologué, Sergine. Parler football au Togo, c'est d'abord parler de ce joyau architectural, musée du football togolais. Le stade de 30 000 places de Kégué à Lomé répond aux standards internationaux pour abriter les compétitions. Pour en arriver là, il fallait d'abord construire le stade en 2000 et procéder à une première rénovation en 2019. Mais l'État togolais n'en reste pas là. Il décide de conformer son stade aux normes de la CAF et la FIFA. Équipement en siège aux couleurs nationales, rénovation de la loge officielle, le toilettage général. Ce qui est prioritaire pour nous ici, c'est la pelouse. Parce que c'est là où se déroule le match. Et il faut que nous ayons une pelouse impeccable. Et nous mettons le maximum pour être aux normes de la CAF FIFA. Et ces investissements ne sont pas fortuits. Et grâce à la volonté manifeste du président de la République, son Excellence M. Faure Issazona Gnassingbé, le stade de Kégué est totalement équipé. Nous disposons aujourd'hui d'une infrastructure qui répond aux standards internationaux, qui a permis aujourd'hui à notre pays d'avoir une approbation de la CAF pour que nous puissions abriter les matchs dans le cadre des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Le public togolais, 12e homme, sera aussi de la partie durant cette campagne des éliminatoires. Pour rappel, le Togo est logé dans la poule B, aux côtés du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l'Eswatini, des adversaires qui ne disputeront pas leur match à domicile, comme le Togo. Et voilà, et c'est sur ces belles images de notre beau stade de Kégué que se referme ce journal de 20h. Merci à vous qui nous suivez de partout, et particulièrement à Tiawaré, dans l'Amatessi. Comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.